Je vous propose de poursuivre donc la conférence. Alors nous allons aborder maintenant un autre sujet qui est quelle est la différence entre machine learning et deep learning, avec donc Alexandre Briot qui est senior consultant, senior expert pardon en intelligence artificielle chez Valeo et en charge de la définition du métier en question et des méthodes et des outils et des process associés. Donc, qui sera accompagné par Sohail Kalfaoui, qui est lui aussi un ingénieur expert en intelligence artificielle et qui est passionné par ces nouvelles technologies. Messieurs, je vous cède la parole. Bonjour à tous, merci pour l'introduction. J'espère que vous m'entendez. Donc on va vous présenter un peu avec Sohail justement la réponse à cette question sur la différence entre machine learning et deep learning, donc apprentissage automatique et apprentissage profond. Et je vais laisser la parole à Sohail pour introduire justement les définitions qui sont associées avant d'entrer plus dans le détail sur les différences profondes entre l'approche de ces deux concepts. Bonjour à tous. Oui, on vous écoute. Très bien, très bien. Merci encore une fois pour cette opportunité. Donc, avant de s'attarder sur la différence entre machine learning et deep learning, il faut préciser que les deux font partie d'un domaine plus large qui est l'intelligence artificielle, dont le concept de base est la capacité d'une machine à résoudre des problèmes généralement résolus par des humains. Autrement dit, c'est la capacité d'imiter l'intelligence humaine, voire la surpasser. Donc, les premiers algorithmes d'intelligence artificielle sont apparus au début des années 50. Au sein de l'IA, une discipline qui est apparue vers les années 80, qui est le machine learning, connu en français par l'apprentissage automatique. Les techniques de machine learning utilisent les données afin d'extraire certaines règles décrivant l'intelligence que l'on souhaite modéliser. Donc, si on analyse bien en fait les techniques de machine learning, on va se rendre compte que ça comporte trois familles principales, trois familles d'approches qui se distinguent par le mode d'apprentissage des algorithmes. Donc, on a l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage supervisé, c'est le plus utilisé aujourd'hui en industrie et il a la particularité qu'il repose sur les données préalablement annotées. Ça veut dire qu'on a à la fois les données d'entrée et la sortie désirée afin de faire converger les paramètres d'un modèle pour prédire cette fameuse sortie désirée qui a été définie dans la notation. Ce qui n'est pas le cas pour les approches non supervisées où le modèle va découvrir la structure latente des données et à partir des similitudes entre les données, il va essayer de définir les classes d'appartenance, par exemple, faire des clustering, ainsi de suite. Le troisième grand domaine du machine learning est l'apprentissage par renforcement, où cette fois-ci, on ne va pas s'appuyer sur des données annotées, mais plutôt on va laisser un agent interagir avec son environnement et on va essayer d'entreprendre des actions qu'on qualifiera en fonction d'un système de reward. Ça veut dire qu'on va essayer de savoir quelles sont les bonnes et les mauvaises actions. On va essayer de maximiser les bonnes actions. Comme vous pouvez le constater, donc pour la famille d'apprentissage supervisé et l'apprentissage par renforcement, on utilise ce qu'on appelle les réseaux de neurones, donc qui sont à la base de l'apprentissage profond ou du deep learning. Donc le deep learning, donc ces dernières années, c'est devenu le domaine le plus actif de recherche. Donc
c'est devenu très très répandu pour deux raisons principales, comme ça a été évoqué lors de la conférence précédente, la disponibilité d'un grand volume de données et aussi la disponibilité de ressources de calcul. Donc, comme l'objectif de cette introduction, c'est de se dire, OK, là, on peut pas parler de différence entre machine learning et deep learning, mais plutôt de particularité, car le deep learning, c'est pas un domaine à part, mais plutôt un sous-domaine du machine learning. Donc, pour cela, je laisserai la parole à mon collègue Alexandre Briot pour définir et expliquer ces particularités qui distinguent le deep learning du machine learning. Merci Sohail. On va passer au slide suivant. Donc, comme l'a expliqué Sohail sur le slide précédent, en fait, le machine learning s'appuie sur un certain nombre d'algorithmes. Il y a plusieurs familles avec une diversité assez large. Et parmi tous ces modèles et ces algorithmes, il y a la famille des réseaux de neurones. Et parmi la famille de réseaux de neurones, il y a un certain type de réseaux de neurones qui sont les réseaux de neurones avec beaucoup de paramètres, qui sont des neurones rassemblés en couches. Donc, quand un modèle de réseau de neurones possède beaucoup de couches, on parle de réseaux de neurones profonds et donc d'apprentissage profond et de deep learning. Donc, on voit que la première manière de distinguer machine learning et deep learning, c'est de voir quel sera le modèle sous-jacent à l'application et qui permettra de pousser des prédictions. Donc ça, c'est une première différence qui est vraiment liée à la définition du modèle qu'on va utiliser. Mais si on va plus loin, en fait, on peut trouver des caractéristiques plus profondes, en fait, qui vont distinguer le machine learning et le deep learning. C'est ici l'objet de ce slide que je vais vous présenter. En effet, pour l'apprentissage automatique et le machine learning, il y a une étape qui va intervenir et qui sera fondamentale et qui va caractériser toutes ces applications, qui repose sur une expertise humaine pour décrire la donnée. C'est-à-dire que si on a une donnée brute qui va décrire un élément d'entrée, l'homme va avoir une analyse profonde, ça va reposer sur une expertise humaine pour dégager un certain nombre de valeurs descriptives qui seront caractéristiques de la donnée d'entrée et qui auront une corrélation forte avec la sortie attendue. Donc si par exemple on prend l'exemple ici que l'on peut observer sur la planche, on a une application qui est une application de classification d'objets qui prend en entrée une image et qui en sortie va produire l'appartenance à une catégorie qu'on aura au préalablement choisie parmi un set de classes considérées, qui ici est chien, chat ou canard. Donc ici, on a une application qui va être capable de détecter quel est l'animal dans l'image. Et sur une application de machine learning, avec la vision machine learning de ce problème-là, on aura donc une étape préliminaire où un humain expert en computer vision, par exemple, va extraire un certain nombre de features sur l'image qui seront pertinentes pour la détection d'objets. Et on n'utilisera pas la donnée brute de l'image qui serait ici la valeur des pixels. Si on reprend l'exemple qui est sur le bas du slide et qui illustre comment fonctionne l'approche pour l'application identique, mais avec la vision machine learning, avec la vision deep learning, pardon. Donc ici, on va avoir un modèle beaucoup plus complexe, qui sera un réseau de neurones profonds, qui aura la particularité de ne pas reposer en fait sur cette étape d'expertise humaine, mais qui aura la capacité de prendre la donnée d'entrée telle qu'elle est décrite ici avec les valeurs de pixels, et qui sera elle-même capable de construire une représentation de la donnée hiérarchique, qui sera capable justement de combler en fait ce qu'on appelle le gap sémantique, c'est-à-dire la distance qu'il va y avoir entre la manière dont est décrite la donnée d'entrée avec des valeurs de pixels et la valeur attendue en sortie qui ici l'appartenance à une catégorie, donc qui correspond à la sémantique représentée dans l'image. Et donc ici on constate bien évidemment qu'il y a une distance forte entre ce que peut décrire une valeur de pixels par une couleur et ce qui est attendu en sortie, qui est l'appartenance à une classe. Et donc ici, lorsqu'un réseau de neurones est appris, un réseau de neurones profonds est appris pour réaliser cette application-là, on peut a posteriori déployer des méthodes qui permettent d'interpréter ce que modélise chacune des couches
et on s'aperçoit que justement le réseau de neurones arrive à avoir une bonne performance dans l'application de classification par sa capacité à extraire une représentation de la donnée hiérarchique où les premières couches vont modéliser des choses très simples, telles que des extractions de contours, et que les couches ultérieures, en amont du classifieur qui sera en sortie, ces couches étant capables d'avoir des capacités à détecter des choses avec des valeurs sémantiques plus fortes, telles que des textures ou des parties d'objets. Donc ici, pour synthétiser, c'est vraiment au-delà de l'algorithme qui est sous-jacent, il y a aussi l'approche par rapport à la donnée qui distingue fondamentalement l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond. L'apprentissage automatique reposant sur une expertise humaine pour créer des valeurs descriptives déjà corrélées avec la sortie attendue, alors que l'apprentissage profond permettra d'exploiter directement une donnée en haute dimension avec des données d'entrée peu descriptives et construire lui-même ces valeurs descriptives hiérarchiquement pour combler justement ce gap sémantique entre l'entrée et la sortie. Donc voilà pour un deuxième aspect de réponse entre ce que peut être la différence entre l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond. Et en parallèle de cette question-là, lors de la préparation de la conférence, on s'était aussi posé la question et on pensait que c'était intéressant d'aussi expliquer à quoi pouvait servir et quel était l'intérêt justement des data challenge en fait, qui sont des compétitions qui vont permettre, donc c'est ce qu'on écrit sur le slide suivant, qui sont des compétitions où on donne des jeux de données à des candidats et on souhaite qu'ils puissent construire une réponse algorithmique et proposer un modèle qui donnera la meilleure performance pour l'application attendue sur ce jeu de données. Donc on peut donner des éléments de réponse à cette question en passant au slide suivant. Donc, merci Alexandre. En fait, c'est vrai que ces dernières années, on a vu apparaître pas mal de challenges autour de la data. Et pour nous, c'est une opportunité en or pour explorer certains sujets, essayer de garder un certain contact avec la communauté autour de l'intelligence artificielle, data science. Ça permet aussi de travailler avec une communauté très passionnée et plein de talents. Donc ici, on a essayé de caractériser le workflow de déploiement d'une solution basée sur l'intelligence artificielle. Et on voit très bien en fait qu'il y a deux leviers principaux pour aboutir à une mise en application d'une solution fiable. Le premier levier, c'est autour de la data et le second autour du modèle. Donc, en ce qui concerne la data, le fait de travailler sur des challenges data, c'est entre autres un moyen de qualifier la data, essayer de faire un état des lieux sur ce qui est disponible, essayer de voir selon les retours qu'on peut avoir de la communauté, qu'est-ce qu'on a, mettre la quantité en face de la qualité de la donnée dont on dispose. Il y a aussi un autre levier qui est le modèle. Donc, c'est les gens qui vont travailler sur ces challenges en fait auront un background bien évidemment différent et ça permettra de diversifier les angles d'attaque. Comment essayer de résoudre une problématique en particulier, mais chacun il va essayer de définir une solution selon son propre background. Donc, on peut avoir des approches basées sur la data, des approches basées plus sur l'exploration au niveau du modèle, essayer de pousser les limites, essayer d'autres modèles auxquels nous, en interne, on n'a pas pensé ou par faute de temps ou bien moyen, etc. Donc cette analyse fraîche va certainement offrir plusieurs perspectives.
voire donner des idées, soit sur cette application en particulier sur laquelle on travaille, ou bien voilà, se projeter, essayer plutôt d'élargir, d'utiliser certaines suggestions sur d'autres problématiques et ainsi étendre l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de notre entreprise. Donc ça ne peut être que bénéfique et j'encourage tout le monde, les gens qui participent à cette conférence-là, à ne pas hésiter à proposer des sujets comme ça autour de la data pour les challenges. Il y en a beaucoup. Et ça, déjà, ça, comme on a dit au début, ça permettra de fédérer pas mal de gens autour d'une problématique commune, échanger avec des gens très, très compétents dans ce domaine et accélérer la mise en place de solutions et d'abord la phase d'exploration et la mise en place des solutions basées sur la data science. Je vous remercie. Je pense que c'est bon pour cette partie-là. Oui, parfait. Merci beaucoup. Exposé très clair et très professionnel. Bravo. Donc, une question. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples d'applications de ce que vous venez de présenter chez Valeo? Alors oui, on peut en donner. On travaille justement avec Eric sur certaines applications sur les sites de production, comment déployer ces nouvelles techniques pour répondre à des problèmes industriels. On peut peut-être en citer deux. Qui permettrait justement de voir reprendre la différence qu'on a expliquée ici entre machine learning et deep learning. Le premier, ce serait comment exploiter en fait des données process qui sont prises sur les machines en production pour essayer d'anticiper et détecter en amont des défauts de pièces qui sont détectées comme défectueuses en fin de ligne. Donc ici, on a un problème qui serait plus un problème de machine learning. On a des données récupérées sur les lignes de production qui sont déjà assez descriptives et qui peuvent être directement corrélées avec la sortie attendue, qui serait un classifieur qui permet de prédire si une pièce est bonne ou mauvaise. Donc ça, c'est un premier exemple qu'on pourrait mettre dans la catégorie des approches machine learning. Et un autre, ce serait ce qu'on appelle de l'inspection visuelle. Donc ce serait pareil, par exemple des systèmes qui, toujours sur des lignes de production, seraient capables d'assister les opérateurs humains dans justement une détection de défauts sur une pièce par rapport à leur aspect visuel. Et donc là, on serait dans une approche plutôt deep learning. On utiliserait un réseau de neurones profonds qui, en entrée, prendrait l'image de l'objet et serait capable de prédire si l'objet présente un attribut visuel qui serait capable de mettre en évidence un certain défaut. Donc là, une application d'apprentissage profond basée sur des réseaux de neurones qui viendrait assister les opérateurs humains sur la détection visuelle de défauts. Très bien. Donc voilà pour deux exemples qui reprennent un peu ce qu'on a présenté précédemment. D'accord. Un petit mot peut-être pour, là encore, toujours par rapport à... Il y a une personne qui a son micro qui est ouvert, si elle voulait bien le fermer. Merci. Donc la question toujours pareil de l'homme au centre. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça et qu'est-ce que vous pourriez donner comme exemple? Si je peux me permettre d'intervenir, répondre à cette question-là, bien évidemment, on confirme ce qui a été dit lors de la présentation précédente, que l'homme restera toujours au centre. Aujourd'hui, on parle d'un parcours de data scientist, donc c'est une personne. Donc voilà, c'est une autre manière de déployer ou d'utiliser les capacités humaines pour faire parler des données, pour essayer d'extraire un maximum de bénéfices des données dont dispose l'entreprise. L'homme n'est pas exclu de cette démarche-là d'intégration de data science et d'intelligence artificielle au sein de l'entreprise, mais plutôt il est au centre pour
essayer d'abord dans la collecte de données, comme ça a été évoqué, dans l'analyse. Donc, c'est plutôt une autre manière de voir son rôle. Au lieu d'aller vraiment bidouiller ou ajuster certains paramètres, c'est plutôt il va exploiter les données pour le faire d'une manière, par exemple, automatique. Il n'est pas du tout exclu. Il restera toujours au centre, que ce soit au niveau de la prise de décision, que ce soit au niveau de l'analyse et des choix stratégiques autour du déploiement de ce genre de technologie. Très bien, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à l'étape suivante de notre parcours.